Jump into the urinal and stand on your head. I'm the one that's alive. You're all dead. Bonjour les zozos, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle année 2020, dans ce froid de canard. Pour le sujet du jour qui est la science-fiction, nous avons l'honneur d'avoir 4 invités sur ce plateau. Thomas Perrino. Bonjour. Miné Karatache. Bonjour. Franco Manara. Bonjour. Et devant vous sur ce tabouret, Mario Améou. Bonjour. Nous allons commencer par la chronique. Mario Améou, pouvez-vous nous parler de Philippe K. Dick? Par où commencer? Philippe K. Dick est un personnage si monumental et qui a tellement influencé la science-fiction du XXe et XXIe siècle. Il est exceptionnellement présent dans toutes les prédictions les plus folles de notre société. Ce que Kafka est pour la première moitié du siècle, Dick l'est pour la seconde moitié et pour au-delà de cela. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'œuvre de Philippe K. Dick? Comme vous le savez, Dick était un maniaque d'écriture. C'était un génie, un géniste, un caféinomane, un surstimulé. Et il y a tellement d'œuvres que je ne pourrais pas tous les citer, mais quelques-unes, des pierres à l'édifice indiscutables, c'est Le Père Truquet, Ubik, Le Maître dans le Haut Château, Les Transmigrations de Timothy Archer, Le Scanner Darkly, un ouvrage extrêmement profond sur tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la surveillance de nos activités digitales, la double identité, tous les dilemmes aujourd'hui de la schizophrénie dans le comportement humain, en fait. Merci beaucoup pour cette chronique, Mario Améou. Nous allons maintenant passer au débat. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Vous ne pouvez pas non plus corriger le passé. Mais avec Vanish, vous pouvez les réduire à néant. Faites-vous un cadeau. Supprimez l'infini. Pour commencer ce débat, nous allons parler de qu'est-ce que la science-fiction. Quel est l'auteur féminin de science-fiction le plus récemment décédé? Miné Karatache, avez-vous une idée sur la question? Ursula Le Guin, il y a quelques jours. Il y a un an. Oh, presque 2 ans, puisque nous sommes en janvier 2020. Ouais. Est-ce que la science-fiction est un truc de garçon? Je pense que non. Ça aurait pu être jusqu'à l'arrivée d'Ursula Le Guin. Ces livres parlent d'androgynie et d'intersexualité. Elle crée des mondes inhabituels. Est-ce qu'elle était lesbienne? Elle était mariée avec un homme, mais peut-être. Je pense pas qu'elle dirait je suis lesbienne ou je suis pas lesbienne. Pouvez-vous nous décrire un de ces mondes? Non. Très bien. Franco Manara, avez-vous déjà entendu parler de Ursula Le Guin? Pas du tout, jamais. L'avez-vous déjà entendu parler? Non plus. L'avez-vous déjà entendu? Une fois peut-être, ouais. Vite fait, je passais juste dans un couloir et elle était dans la pièce à côté. Et je lui ai entendu, ah tiens, celui-là. Alors, je fais, ah tiens, c'est Ursula Le Guin. Puis en fait, j'ai pas eu plus d'occasion que ça en fait. Et la question qui suit, logiquement, l'avez-vous? J'ai une question, après, est-ce que c'est la question? Je préfère vous laisser le choix à cet endroit-là. Thomas Perrino, avez-vous déjà lu des livres de Ursula Le Guin? Pas à ma connaissance, hein. Peut-être dans un univers parallèle, mais dans celui-ci, non. Ou alors une autre identité, je ne sais pas. Autre identité, autre entité. Exactement. Autre tasse de thé. Exactement. Vous êtes féru de science-fiction. À l'occasion, oui, je suis assez preneur, mais oui, oui. Comme notre ami Mario Améou, vous avez une carrière de lecteur des livres de Philippe K. Dick. Oui, bien sûr, tout à fait. Quel est votre livre préféré? Je pense que je parlerai aussi du Maître du Haut Château, qui est un ouvrage très important, notamment dans la construction du livre, qui est basé sur le Viking. Très intéressant à ce niveau-là. Ursula aussi, elle parle de Viking, qui est un livre important dans le taoïsme. Regardez le ciel. Un avion. Voilà ce que j'appelle l'humain. Il est là. Il va vers un genou de boson. Les poules ont 2 pattes. Voilà ce que j'appelle le ciel. Elles agissent selon un principe spontané et nécessaire. Le ciel, c'est une poule. Elle confirme. Regardez la grâce avec laquelle elle se déplace, immobile dans l'oubli.
C'est pour ça qu'on peut dire que les animaux sont des êtres taoïstes. C'est pour ça. Mario Améou, avez-vous déjà entendu parler des relations entre Ursula Le Guin et Philippe Cadic? Les relations entre... Les relations entre Ursula Le Guin et Philippe Cadic. Je suis pas un spécialiste de leur whereabouts. C'est qu'il y avait une très grande amitié qui les liait et elle considérait Dick comme le Jorge Luis Borges américain. Donc elle le portait en très haute estime et elle disait que si Dick travaillait sur comment définir l'humain, elle travaillait sur comment définir l'onirique dans l'humain. Ursula disait aussi qu'il estimait beaucoup Philippe Cadic parce que lui aussi s'intéressait au taoïsme. Franco Manara, qu'est-ce que vous pensez du taoïsme? Je préfère la période qu'on appelle le 6e courant, qui a suivi les 5 premiers courants du taoïsme qui étaient les prédécesseurs. Et ce que j'aime bien dans ce courant-là, qui a un goût particulier, un peu comme quand on se saisit d'un événement ou d'un moment de temps et qu'on se dit tiens, celui-là a un goût pistache, rillette, et ben celui-là, vraiment un goût très particulier qui était plus barba papa avec un truc salé. Et donc c'était une coïncidence gustative qui fait que au niveau de ce que ça inclut dans l'évolution du taoïsme, j'aime beaucoup justement cette démarche qui à la fois fait basculer tout en faisant pivoter vers autre chose qui nous raconte quand même énormément sur nous-mêmes, ce qui est quand même le but du taoïsme. Ce qui nous ramène exactement au thème du château. Est-ce que vous avez déjà visité ce fameux château, Thomas Perrineau? Le haut château? Oui. Pas vraiment, parce qu'il est vraiment situé très haut. Évidemment, il y a une infinité de châteaux intermédiaires qui s'incluent les uns les autres pour arriver au château. Ça demande quand même une préparation sportive assez importante. Moi, j'ai visité le château. Il faut prendre un ascenseur si vous voulez pas prendre les escaliers. Est-ce qu'il est beau, le château? Oui, c'est une sorte de grand parc. On y va faire des pique-niques. Vous voyez la mer. Ça alors? Ce que je trouve fantastique, c'est que ces châteaux, en fait, Dick les a imaginés dans une cabane de jardin. Dick partait pour se protéger de sa femme, dans une espèce de toilette qu'il avait installée au fond du jardin où il écrivait. Il imaginait en fait ces monts merveilleux dans un espace qui devait faire à peu près 1,50 m². Intéressant. Mario Améou, cette idée de Dick incarcéré dans ses toilettes pour écrire ses livres, est-ce qu'elle ne vous rappelle pas un autre auteur que nous aimons bien tous, Ognos Osho, qui a pu écrire des choses dans un espace très confiné? Il y a, selon moi, 3 grandes étapes dans l'évolution de Dick avec les psychotropes. À l'époque, il vivait avant le mouvement hippie et c'était un contemporain de Leary, de Huxley. Donc, il avait déjà eu une approche très académique, très intellectuelle à la chose. Et puis, finalement, il y a le mouvement hippie dans les années 60 avec toute l'explosion esthétique, littéraire, artistique, musicale et tout. Donc, j'estime qu'il était au cœur de toute cette ébullition, mais avec beaucoup plus de réserve, avec une certaine rétention. Donc, au départ, c'était un peu le scepticisme. Puis après, la deuxième étape, c'était vraiment l'immersion totale. Et puis après, c'était carrément le rejet absolu de ces substances. Et aussi, nous savons qu'il utilisait des amphétamines pour booster sa productivité. Et ce, très jeune, jusqu'à la maturité de l'œuvre et de l'homme. Et la philosophie du château dont parlent les psychotropes de Dick, est-ce qu'elle a un rapport avec une certaine façon de passage entre l'intérieur et l'extérieur, Thomas Perrineau? Est-ce que l'intérieur est l'extérieur? C'est toujours la question de la limite qu'on pose à ce cas-là. Elle est très ambivalente entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a quelque chose de l'ordre de la réversibilité, on pourrait dire, de l'intérieur et de l'extérieur. Je ne sais pas si ça peut se poser dans ces termes-là, mais c'est intéressant en tout cas de poser cette question-là, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de quoi finalement, comment les histoires s'imbriquent entre elles et comment les espaces intérieurs et extérieurs sont permutables d'une certaine manière. Miné Karatache, on a souvent parlé de Dick comme de quelqu'un qui prévoyait l'avenir. Est-ce que vous pensez que de savoir ce qui va se passer dans le futur aide l'humain ou est-ce que ça le pénalise plutôt d'une certaine façon? Je pense pas qu'il y a une réponse à cette question. C'est une question. Pas de réponse. Franco Manara, votre angle de vue sur la question de la question? Cette histoire d'intériorité et d'externalité a été abordée aussi par un contemporain de Cadic qui s'appelle Robert Sheckley dans un livre qui s'appelle Le mariage alcivique d'Alistair Crampton, où une personnalité a été splittée en plusieurs enveloppes humaines, robotiques. Et le livre raconte la quête de l'enveloppe première pour aller réintégrer toute cette personnalité. Et d'un coup, l'intérieur a été exporté à l'extérieur. Et donc, on comprend complètement la porosité entre ces deux mondes et qu'elle n'est que juste qu'une vision de l'esprit, finalement.
Mario Améou, que pensez-vous des relations entre Dick et Hollywood? Lorsque Ridley Scott l'a invité sur le tournage de Blade Runner, parce que son livre « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» c'était devenu Blade Runner. Il était très content, très heureux de venir là. À un moment donné, on lui proposait de réécrire complètement l'histoire, de si possible de dénaturer même l'esprit dans lequel il avait écrit l'ouvrage. D'abord, Dick étant quelqu'un de très ferme, avec une personnalité forte, il leur a dit non, il n'en est pas question. Bon, ils étaient très amis, mais au bout d'un moment, les relations commençaient à se déliter. Et son agent, qui servait d'intermédiaire entre la boîte de production de Ridley Scott et lui a offert un contrat de $500 000 qui pourrait pu le sortir de tous ces problèmes financiers, ces sortes de difficultés à joindre les deux bouts, mais Dick est resté ferme parce qu'il se disait on allait dénaturer l'esprit de son ouvrage et que finalement il y aurait une sorte de robotisation de son œuvre. Lorsque Hollywood, qui est une grande machine à vendre, se mêle aux œuvres, elle peut les taillader, elle peut les dénaturer, elle peut les transformer. Donc, il était très sceptique. Merci beaucoup pour ce point sur la relation à long terme entre Dick et la pauvreté. Franco Manara, une conclusion pour ce débat à propos de la science-fiction? Elle est juste une autre version de la réalité, comme le disait Carrère, je suis vivant, vous êtes mort. Oui, mais pour ça, il fallait sauter dans l'urinoir. Duchamp nous l'a bien dit, en fait, on peut mettre des toilettes sur scène, ça devient de l'art. C'est dans Ubik. Jump into the urinal and stand on your head. I'm the one that's alive. You're all dead. Eh bien, merci pour ce magnifique débat. Nous allons maintenant passer au Dialectron. Et c'est le moment tant attendu du Dialectron, le jeu le plus rapide du monde qui se joue en 3x3 parties de 3 questions. Et en fait, il n'y en a que 3x3 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quel est le deuxième prénom de Philippe Cadic, le K? Kindred. Oui, vous avez gagné 3 points. Deuxième question. Quel est le deuxième prénom de Ursula K. Le Guin? Le K correspond à... Regard. Oui, c'est donc moi qui perds un point puisque ce n'était pas un prénom. Troisième question. Ursula Le Guin est une femme ou un homme? Une femme, a priori. Eh bien, on ne le sait pas. Vous perdez 10 000 points parce que vous êtes gender pas neutral du tout. Attention, ici, on est très politiquement correct. Prochaine question. La science-fiction a été inventée par qui? François, un mec du 13. Vous revenez à zéro parce que c'est une tentative onctueuse et ondoyante. Cyrano de Bergerac. Oui, vous avez gagné 3 points. Cyrano de Bergerac, dont les livres étaient Le voyage dans la lune et Le voyage dans le soleil vers le XVIIe siècle. Prochaine question. La science-fiction qui a commencé après le cinéma à devenir célèbre. À partir de quel film? Le voyage dans la lune aussi. C'était une bonne réponse. Vous avez gagné 20 points. Deuxième question du deuxième bloc. Attention, l'appareil photo que je regarde est de quelle marque? Très faiblement, quoi. Canon. Oui, vous gagnez 10 000 points. Troisième question, la voiture. La troisième question, c'est ça. La voiture. Rouge. Oui, vous avez gagné 20 000 points, vous rattrapez Thomas Perrino. Franco Manara, attention, vous risquez gros sur ce coup-là. Première question du troisième bloc, attention, c'est une question de Franco Manara. Quelle est la différence entre une uchronie et une spaghettini? La longueur. Je connais pas ces mots. 3. Vous perdez tous les 3. Vous gagnez 3 points et vous gagnez 1 point et vous gagnez 2 points et je gagne 4 points. La prochaine question est une question de type encéphalographique. Qu'est-ce qu'un EEG? Un quoi? EEG. Électro, ergonomico. Nodo. C'était un piège, je voulais que vous disiez électroencéphalogramme et vous ne l'avez pas dit. Vous êtes tous remontés de exactement le nombre de points qu'il fallait pour être à égalité. Dernière question du Dialectron, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce qu'un chat? Un chat. Un félinidé. Un animal qui sourit. Le grand gagnant de Dialectron, c'est donc Mario Améou. Ok. Thomas Perrino a gagné une voiture qu'il pourra regarder sur YouTube. C'est la fin de cet épisode sur la science-fiction et à la prochaine fois sur le plateau du Venoso Show. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes.